Alors peut-être la première recommandation, c'est d'en faire une priorité qui doit être portée au plus haut niveau politique. Alors ça vaut pour l'État et ça vaut pour les collectivités. Aujourd'hui, évidemment, dans certaines collectivités, c'est le cas. Dans l'administration de l'État, on pourrait considérer que ce n'est pas vraiment le cas. Évidemment, il y a une circulaire, il y a le dispositif service public éco-responsable, mais dans la communication publique que les agents de l'État ou des établissements publics entendent sur la transformation de l'administration, la modernisation de l'administration, et c'est par exemple lors du comité interministériel de la transformation publique, on ne parle pas de décarbonation, on ne parle pas d'enjeux énergie-climat. Alors ça se retrouve et ça diffuse petit à petit dans un certain nombre de dispositifs et de modernisations. Il y a des choses qui sont faites, je l'ai dit, mais il n'y a pas de message politique fort sur le sujet. Or, on sait bien qu'il y a beaucoup de priorités, comme le disait le président de la République il y a quelques mois dans un discours. Les priorités s'empilent dans l'administration et c'est un des problèmes de l'administration. Et donc, d'une certaine façon, l'intensité de la mise en œuvre d'une priorité, elle est quand même largement indexée sur le niveau du portage politique de cette même priorité. Et ça, c'est quelque chose qui nous a été signalé à plusieurs reprises. Donc, je pense que c'est vraiment important de signaler ce point-là. Et je pense que, évidemment, quand on dit qu'il faut en faire une priorité, la réponse, c'est une priorité de plus. Et on a déjà énormément de priorités, il y a déjà tellement de choses à faire pour moderniser l'administration. Et donc, on souhaitait s'arrêter quand même quelques instants sur cette diapo pour expliquer pourquoi on considère qu'en fait, c'est une priorité qui contribue à d'autres exigences de modernisation de l'action publique. Et ce n'est donc pas donc une priorité contradictoire ou supplémentaire, mais c'est plutôt une priorité complémentaire. Et il n'est d'ailleurs pas question de dire qu'il faut abandonner d'autres priorités. Il faut réussir à tout faire en même temps. Alors pourquoi? Je ne vais pas lire la diapo, vous pouvez lire ça par vous-même, mais la sobriété carbone, c'est une maîtrise intelligente de la dépense publique, plus qu'une maîtrise de la dépense publique qui consiste à dire on va réduire le budget de façon uniforme de quelques pourcents par an. Je ne dis pas que c'est ce qui se fait tout le temps, mais ça peut être une tendance qu'on peut avoir. Travailler sur la résilience, c'est garantir la continuité du service public, qui est une exigence forte de l'administration vers elle-même, mais aussi des citoyens. Dématérialiser, réfléchir sur l'organisation des guichets d'accueil, c'est améliorer le service rendu et améliorer les démarches administratives. C'est aussi un projet mobilisateur qui peut donner du sens aux agents publics. En tout cas, et là je vais m'exprimer à titre personnel, donc je ne dis pas que c'est une position d'Échec Project, en tout cas c'est sans doute plus porteur de sens pour les agents publics que des discours consistant à dire on va réduire le nombre de fonctionnaires parce que les fonctionnaires sont une charge. Voilà. Ou que de parler de dégraisser le mammouth comme à une certaine époque. Donc je pense que c'est un projet mobilisateur qui donne du sens et ça c'est important pour les agents publics. Je pense aussi, et on pense aussi collectivement, que c'est une bonne opportunité pour améliorer les méthodes et les conditions de travail. Développer le télétravail, développer la transversalité au sein des organisations parce que c'est un facteur de résilience, responsabiliser les agents et leur donner des responsabilités pour mettre en œuvre la décarbonation, c'est une amélioration des méthodes de travail qui contribue à la qualité de vie au travail des agents et qui est aussi un des objectifs recherchés régulièrement et affichés par le gouvernement et probablement dans toutes les collectivités également pour la transformation de l'action publique. Donc voilà, j'étais peut-être un petit peu long sur cette diapositive, mais ça nous paraissait vraiment important de signaler ça et de détailler un petit peu ce point-là. Alors, c'est une priorité qui doit être portée au plus haut niveau, mais c'est aussi une priorité qui doit se décliner dans toute l'administration. Alors, vous verrez qu'on a mis une citation. Je ne vais pas à chaque fois, évidemment, vous relire les citations, mais j'en profite pour relire. Il y en a plusieurs dans le diaporama et aussi dans le document qui témoignent de ce qu'ont pu nous dire des agents lors des différents entretiens qu'on a pu avoir. Donc, ce qu'on voulait mettre en avant essentiellement par là, c'est que ça ne doit pas être une priorité uniquement pour une mission développement durable ou pour le CGDD au niveau de l'État ou pour la mission développement durable d'un service déconcentré de l'État ou d'une préfecture ou pour le département développement durable d'une collectivité. Ça doit être une priorité qui est collective et qui est aussi imposée, si on peut dire, aux directions financières, aux services ressources humaines, à la direction informatique et même aux directions métiers, puisque ce sont eux qui, au final, utilisent, organisent des réunions, se déplacent, etc. Et qui doivent donc, qui, au final, vont mettre en œuvre la décarbonation ou faire évoluer leur méthode de travail et leur organisation pour pouvoir émettre moins de gaz à effet de serre ou être plus résilients. Donc ça veut dire qu'il faut mentionner cet objectif un peu partout, finalement, dans tous les documents qui donnent les grandes orientations
de l'action de l'administration. Ça veut dire au niveau national, dans toutes les directions support de l'État, hein, dans les décrets d'attribution, dans les contrats d'objectifs des établissements publics ou des hôpitaux, dans les indicateurs des lois de finances et dans les indicateurs budgétaires, dans les objectifs individuels des agents et des structures qui peuvent être fixés au sein de l'État, dans les collectivités, etc. Alors, c'est aussi une priorité qui doit se traduire concrètement. Il ne suffit pas de l'afficher et de l'écrire partout. Il y a des façons concrètes de la traduire. On a essayé d'en lister certaines ici. La première, et c'est un sujet cher au Shift Project, c'est d'intégrer ces sujets-là dans tous les outils de planification. Il y en a beaucoup sur tout un tas de sujets qui concernent le fonctionnement au quotidien de l'administration, l'immobilier, les schémas directeurs informatiques, etc., etc. On les a listés là. Et puis, c'est aussi la décarbonation interne, ça doit être un volet des plans climat ministériels qui aujourd'hui, malheureusement, ne concernent que 4 ministères, mais dont on imagine, dont on propose d'ailleurs, qui concernent l'ensemble des ministères avec un volet interne. C'est aussi peut-être revoir un peu l'approche budgétaire classique qu'on peut avoir sur un certain nombre de sujets, et notamment l'idée, encore très répandue, que les dépenses de fonctionnement, c'est mal, et les dépenses d'investissement, c'est bien. Alors pourquoi cette approche-là, elle pose problème? Parce qu'en fait, si on veut favoriser la mutualisation, le prolongement de la durée de vie d'un certain nombre, je sais pas, par exemple, de véhicules ou de fournitures ou de biens, de copieurs, etc., mais il faut privilégier la réparation. Si on veut mutualiser des flottes de véhicules, par exemple, ou des serveurs, des serveurs informatiques, etc., etc., en fait, ça rentre aujourd'hui dans la catégorie des dépenses de fonctionnement qui sont perçues comme devant être réduites, contrôlées, maîtrisées, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut changer cette approche-là et on propose, par exemple, de revoir un peu le fonctionnement du fonds de compensation de la TVA qui privilégie les dépenses d'investissement et également de faire évoluer le pacte de Cahors qui encadre les dépenses de fonctionnement des collectivités indépendamment du fait que ces dépenses puissent être bénéfiques à court, moyen ou long terme du point de vue carbone. Voilà. Donc, en fait, c'est toute cette vision de la dépense budgétaire qui pourrait être revue. Et une façon, par exemple, de traduire ça, c'est déjà le cas dans certaines collectivités, aussi du côté de l'État qui s'est mis à travailler sur le sujet, en utilisant des outils comme le budget vert. On a un encadré sur le budget vert et on développe un petit peu le sujet dans le rapport. Une autre façon concrète de traduire cette priorité, c'est d'en faire un critère de conditionnalité pour des aides à l'investissement. Je prends juste un exemple. D'un côté, l'État dit on va faire une stratégie de sobriété numérique de l'État, et de l'autre côté, il y a un fonds de financement de la transformation numérique de l'administration de l'État qui ne met pas comme critère l'impact carbone des investissements ou des projets de transformation qui sont financés. Donc, c'est cette cohérence qu'il faut retrouver, et c'est pour ça que, et je donnais cet exemple, il y en a sans doute d'autres. Alors, on pourrait dire aussi que vu d'une petite collectivité, on ne sait pas, ou même d'une grosse collectivité ou d'un gros service de l'État, on ne sait pas toujours mesurer l'impact carbone d'un investissement et donc conditionner ça à l'évolution de l'empreinte carbone ou des émissions de gaz à effet de serre, c'est aujourd'hui compliqué. Mais on pourrait déjà commencer par conditionner l'octroi d'aide à l'investissement au fait d'avoir réalisé un bilan carbone et de s'être au minima attaqué au sujet. Et puis ensuite, au fur et à mesure qu'on arrivera à mieux connaître les sujets et à mieux mesurer les choses, on peut commencer à mettre des critères un petit peu plus précis. Et puis le dernier point sur lequel on voulait insister, c'est d'ouvrir le débat sur une nouvelle obligation qui pourrait être inscrite dans le statut des fonctionnaires, puisque la loi climat et résilience a indiqué que la commande publique devait contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable. Finalement, on pourrait aussi envisager d'inscrire ça dans le statut des fonctionnaires. Ce serait une façon de caractériser concrètement la prise en compte du sujet développement durable et donc décarbonation qui en fait partie. Et puis, dès lors qu'on envisageait d'inscrire dans la Constitution la lutte contre le changement climatique, ça veut dire qu'on envisage d'avoir des conséquences juridiques contraignantes à ça, et ça pourrait très bien, parmi elles, être une nouvelle obligation dans le statut des fonctionnaires qu'on pourrait très bien faire en changeant la loi, et sans forcément d'ailleurs attendre que la Constitution évolue sur le sujet. Alors, l'autre principe d'action, je l'ai déjà évoqué en faisant le constat sur la situation actuelle, c'est d'avoir une exemplarité qui doit être plus ambitieuse et plus offensive. Et donc, d'avoir des objectifs peut-être un peu plus ambitieux pour montrer le chemin et ouvrir la voie. Alors, on cite ici des exemples sur l'alimentation, avec l'idée, par exemple, de mettre en place un plafond carbone moyen sur les repas qui pourrait diminuer dans le temps. On a aussi pas mal de développement dans le rapport sur le numérique, et l'État et les collectivités pourraient être un petit peu des chefs de file de la sortie de la fascination pour le numérique
qui est vue un petit peu comme une des solutions universelles pour régler enfin, une des solutions en tout cas très utiles face au changement climatique, sans forcément s'interroger sur les conséquences en matière d'émissions des usages du numérique. Donc là, je renvoie plutôt au rapport du Shift Project, notamment déployer la sobriété numérique, sur lequel se sont beaucoup appuyés les passages du rapport administration publique en la matière. Et pour insister plutôt sur un exemple, peut-être symbolique, mais important, de ce que pourrait faire l'administration si elle voulait vraiment essayer de changer la société et les représentations de la société vis-à-vis du changement climatique. Alors là, c'est un sujet un peu classique et bateau, mais qui me semble quand même important, c'est la question des véhicules. Dans le dispositif service public éco-responsable, il est prévu que 100% des véhicules des ministres et des préfets soient des véhicules électriques ou hybrides dès l'année 2021 ou 2022, je ne sais plus. Mais quand on regarde la circulaire de mise en application, enfin les annexes qui prévoient la mise en application, on constate qu'on a toujours on prévoit toujours le fait que le ministre a un véhicule plus gros que le préfet, lequel a un véhicule plus gros que le chef, que le sous-préfet, etc., etc. Et donc, on pourrait aussi se dire que l'État, et après tout les collectivités aussi, les présidents de conseil départemental, les maires, les présidents de conseils régionaux, pourraient aussi être exemplaires à la matière et acheter tous des petits véhicules, puisque ça fait partie des propositions qu'on fait, non seulement de passer à des véhicules électriques pour la flotte de véhicules de service, alors on ne parle pas des véhicules spécialisés avec des fonctions spécifiques du type camion-pompier, etc., évidemment, mais pour les véhicules ordinaires, l'idée c'est de passer au 100% électrique, et l'idée c'est aussi de diminuer la taille de ces véhicules. Et on pourra avoir là une exemplarité de l'État qui consisterait à utiliser des petits véhicules, y compris pour les VIP. Et ce serait une façon peut-être de montrer à la société qu'il faut casser cette représentation du pouvoir qui fait qu'aujourd'hui, une grosse voiture super équipée est un signe extérieur de pouvoir et de puissance. Voilà. Donc on est parfaitement conscient du fait que ce n'est pas ça qui va changer l'empreinte carbone de la France, mais ça peut faire partie des choses qui peuvent faire évoluer la société. Et l'exemplarité, c'est aussi ça, ça passe aussi par les symboles. Alors, dernier point, qui est d'ailleurs assez en lien avec l'exemplarité, c'est la question de la transparence. Il nous paraît utile de porter à la connaissance du grand public les objectifs et les avancées et d'en faire des points d'étape, de faire des points d'étape régulièrement sur le sujet. Donc, on pensait par exemple à un rapport annuel de chaque ministre au Parlement. On pourrait aussi avoir ça dans les collectivités qui présenterait les étapes de la décarbonation. L'idée, en fait, c'est que les élus, c'est finalement les top managers de leur administration. Et donc, ils sont aussi responsables de la décarbonation de leur administration. Et avec derrière l'idée d'en faire un enjeu électoral, que ça devienne un sujet dont on parle donc quand on fait son bilan et qu'on se représente, quand on présente son programme pour être élu, de faire des objectifs ou des réalisations en matière de décarbonation interne et de cette exemplarité en matière de décarbonation un enjeu électoral et un enjeu de transparence. Alors, on a dans le rapport d'autres propositions en matière de transparence, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et vous voyez à droite qu'effectivement, un exemple qui m'avait beaucoup frappé lors d'un atelier, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on continue à communiquer sur les nouveaux bâtiments et on communique très peu, quand on est un homme politique, sur les bâtiments qui viennent d'être rénovés. Et donc là, il y a peut-être un enjeu important de changement des mentalités autour de ça qui passe par la transparence. Alors tout ça, c'est très bien, le volontarisme politique, des objectifs ambitieux, des instructions top-down qui diffusent dans toute l'administration, mais ça ne suffit pas. Et donc, on insiste dans le rapport sur deux autres aspects importants. Le premier, c'est la formation. C'est la formation des agents, mais aussi des élus. Il y a, et André El Prieto en parlera tout à l'heure, des travaux qui sont menés et qui sont d'ailleurs déjà traduits à la rentrée 2021 pour certaines grandes écoles de fonctionnaires par l'intégration de modules sur les enjeux énergie-climat dans la formation de ces futurs fonctionnaires. Mais je pense qu'il est important d'avoir en tête qu'il ne faut pas uniquement former les futurs fonctionnaires, il faut former tous les élus au moment où ils prennent leurs fonctions, parce qu'il y a une carence manifeste chez de nombreux élus vis-à-vis de la compréhension des données de base physiques et scientifiques sur le changement climatique, au-delà de l'importance du sujet. Je n'accuse pas les élus, hein, je pense que c'est aussi un des créneaux du Shift Project. Mieux faire connaître et mieux faire comprendre les enjeux techniques, scientifiques, pour pouvoir prendre les bonnes décisions et voilà. Et pour que
à la fois pour prendre les bonnes décisions et pour qu'elles soient aussi plus acceptables par les gens qui sont concernés par ces décisions. Donc, ça veut dire former les élus, ça veut dire former les équipes de direction au moment de leur prise de fonction, mais ça veut dire aussi former tous les agents, quel que soit leur niveau hiérarchique, parce que chacun va avoir un levier à sa main pour décarboner, pour avoir une influence au quotidien sur les émissions de gaz à effet de serre de sa structure ou sur la résilience de sa structure. Et puis, les agents voilà. Ce n'est pas qu'une question de formation initiale, je voulais insister sur ce point-là aussi, c'est de la formation continue, parce que ceux qui décident aujourd'hui, ils ont été formés il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, et à l'époque, on ne parlait pas de changement climatique, et ils n'ont pas forcément des connaissances très à jour sur le sujet, si tant est qu'ils en aient. J'en fais partie, hein. Moi, quand j'ai été formé dans une école qui était pourtant une école technique, hein, des corps techniques de l'État, on ne parlait pas de changement climatique. C'était il y a 20 ans, mais... Et donc aujourd'hui, les gens qui sont en responsabilité, qui vont devoir prendre des décisions rapidement, il faut qu'ils soient formés aux enjeux du changement climatique. Et enfin, dernier point sur lequel je ne vais pas rentrer en détail, mais on en parle aussi assez longuement dans le rapport, il y a un certain nombre de métiers qui vont devoir évoluer, soit qu'ils soient eux-mêmes des acteurs directs de la décarbonation, les acheteurs publics, les gestionnaires logistiques, les personnels de la restauration collective, soit que la réorganisation entraîne une évolution de la manière de travailler. Ça vaut pour les managers, ça vaut pour les agents les agents d'accueil et d'accompagnement du public sur les démarches administratives, etc. Je ne rentre pas dans le détail, c'est très largement abordé dans le rapport. Puis peut-être le dernier point important sur lequel de nombreux contributeurs et de nombreuses personnes sont manifestées pour insister sur le sujet, donc qui nous semblait important de manifester, c'est la nécessité de travailler autrement au sein de l'administration. Alors, travailler autrement, ça veut dire s'adapter au fait qu'il va y avoir plus de télétravail, qu'il faut avoir davantage recours à la visioconférence, etc. etc. Mais c'est aussi un état d'esprit sur la façon dont on travaille et développer la responsabilisation des agents, la transversalité, parce que ce sont des facteurs qui permettent d'avoir des atouts et d'être plus résilients. C'est ce qu'on a constaté probablement pendant le Covid, c'est une constatation empirique, mais les organisations autorisantes, elles ont plus de capacité à s'adapter aux aléas. Et puis surtout, il faut susciter et valoriser les initiatives. C'est-à-dire qu'il faut, et je pense que sans doute Benjamin Huss en parlera par rapport à la démarche menée au sein du Conseil départemental du Nord, il faut solliciter les agents pour qu'ils aient des propositions en matière de décarbonation, les utiliser, les valoriser et mobiliser toute la communauté de travail autour de ça. Et tout ça, ça passe par la concertation et le dialogue social, et je pense que c'est important de le signer. Et là, deux points importants sur lesquels je voulais conclure un petit peu cette série de recommandations et de grandes idées qu'on voulait développer dans cette présentation. Je voulais rappeler qu'il y a quand même un atout majeur pour l'administration publique pour mettre en œuvre cette décarbonation et avoir un mouvement généralisé, une dynamique généralisée qui entraîne un peu tout le monde. C'est d'abord la culture de l'intérêt général, qui est quand même très présente chez les agents publics, et aussi un terreau propice qu'on a constaté pendant le rapport. Alors évidemment, c'est un constat empirique, on ne fait pas d'enquête, mais on a eu énormément de témoignages de personnes qui n'avaient pas forcément le temps de s'intéresser et de contribuer elles-mêmes, donc au-delà des personnes qui ont contribué, mais qui nous ont dit, c'est très intéressant que vous travaillez là-dessus, on ne parle jamais de ça, malheureusement, ce n'est pas suffisamment mis en avant, nous on aimerait bien faire des choses, mais on est un peu isolés, etc. Je noircis volontairement. Il y a aussi des gens qui nous ont dit c'est super parce que nous, on fait plein de choses, on voudrait vous expliquer ce qu'on fait, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un terreau propice et il y a beaucoup d'agents qui sont motivés. Donc, il y a la possibilité de faire quelque chose. Et d'ailleurs, tout à l'heure, les deux témoignages qu'on a prévus juste après cette présentation visent aussi à montrer qu'il y a des réseaux d'agents publics et de fonctionnaires, quelle que soit la sphère de la fonction publique, hein, État, collectivité, fonction publique hospitalière, qui se mobilisent aujourd'hui pour que l'administration prenne mieux en compte les impératifs de transition bas carbone dans son fonctionnement, dans les politiques publiques qu'elle mène, etc. Voilà un petit peu toutes les principes d'action et les principales recommandations qu'on voulait formuler, sachant qu'il y en a beaucoup d'autres dans le rapport.